Bonjour et bienvenue pour cette capsule vidéo concernant les accéléromètres de mesure, la façon de les sélectionner, de les brancher et de les calibrer. Pour mesurer un déplacement, une vitesse ou bien une accélération, on utilise généralement un ou plusieurs accéléromètres. Pour fonctionner, ces transducteurs ont besoin d'être alimentés. On a donc besoin d'un conditionneur de signaux ainsi que des câbles et adaptateurs au besoin pour accorder l'ensemble de cette chaîne de mesure. Enfin, pour vérifier que le signal obtenu peut être lu et interprété à partir des données constructeurs disponibles sur sa fiche technique, on utilisera un calibrateur et, au besoin, des embouts d'adaptation adéquats. Afin d'obtenir un signal, on aura aussi besoin d'un système d'acquisition. On laisse ici le choix de ce système à l'utilisateur. En premier lieu, passons quelques secondes pour décortiquer la fiche technique d'un accéléromètre. On retrouve tout d'abord, généralement en haut de cette fiche technique, des données telles que le type, le modèle, le type de conditionnement et le numéro de série de cet accéléromètre. Il est important de noter ces informations avant chaque mesure pour pouvoir, au besoin, réitérer ces mesures dans les mêmes conditions. Ensuite, la sensibilité de ce transducteur qui va permettre de faire le lien entre la valeur en volts lue sur le système d'acquisition et l'accélération mesurée, soit en G, soit en mètres par seconde au carré. On retrouve aussi des données concernant les conditions de mesure de cette sensibilité, que ce soit la fréquence ou l'amplitude du signal d'excitation, ou bien des données environnementales comme la température ou le taux d'humidité. Enfin, même lorsque l'on n'a pas directement accès à une courbe de réponse en fréquence, on retrouve dans cette fiche technique au moins quelques indications sur la plage de fréquence utile de ce capteur et sur sa fréquence de résonance. Comme cela a déjà été mentionné, un accéléromètre mesure l'accélération, mais permet aussi de remonter aux notions de vitesse d'un déplacement et au déplacement lui-même. Faisons ici un petit rappel de mécanique classique. Pour un déplacement oscillant EJ⍵t et d'amplitude A, on peut par double dérivation obtenir une expression de l'accélération. Si l'on se limite maintenant à l'amplitude, la relation entre amplitude d'un déplacement et amplitude de l'accélération liée à ce déplacement est relativement simple. De la même manière, à partir de l'accélération, une intégration ou une double intégration nous donnera accès à la vitesse de déplacement ou au déplacement de l'accéléromètre. Ces relations seront particulièrement importantes par la suite car ce sont elles qui sont utilisées par les conditionneurs intégrateurs ou par certains systèmes d'acquisition. Dans un autre ordre d'idées, les relations de passage du déplacement ou de la vitesse vers l'accélération vont permettre de réaliser le choix d'un accéléromètre en fonction des paramètres de la mesure. Par exemple, si l'on souhaite mesurer au maximum un déplacement d'1 millimètre sur une plage de fréquence allant de 10 Hz à 200 Hz, en appliquant ces formules aux bornes de cette plage de fréquence, on observe que l'accélération maximale pour cette mesure sera de 160 G. On choisira donc un accéléromètre permettant d'aller au-delà. De la même manière, pour avoir un accéléromètre avec une résolution adéquate, à partir des limites souhaitées pour la mesure, ici être capable de mesurer des déplacements de l'ordre de 20 micromètres sur cette même plage de fréquence, l'utilisation de ces relations de passage aux bornes de la plage de fréquence permet de voir que notre accéléromètre devra être capable de mesurer des accélérations d'au moins 8 millig. En ce qui concerne les mesures que l'on réalise avec un accéléromètre, il en existe principalement trois types: les mesures de choc, les mesures d'accélération vibratoire et les mesures d'accélération mobile. Les mesures de choc concernent ce qui a trait aux chutes, aux impacts. Un exemple classique de cette mesure est le crash test. Pour ces mesures, il est nécessaire d'atteindre de fortes accélérations, de l'ordre du millier de G voire au-delà, et cela avec une résolution relative de 1% par rapport à la valeur maximum. Un processus impulsionnel étant généralement en jeu, de très larges gammes de fréquences sont nécessaires, jusqu'à 100 kHz pour certaines mesures. Ensuite, les mesures d'accélération vibratoire concernent autant le contrôle que le diagnostic vibratoire. Cela constitue donc une grande partie des mesures rencontrées en R&D. Il est nécessaire d'atteindre des niveaux d'accélération moyens de la centaine de G, voire le millier de G, avec une précision d'1 à 10 G. La gamme fréquentielle, elle, reste étendue jusqu'à 10 kHz en général. Finalement, la mesure d'accélération mobile concerne les très faibles accélérations, celles que l'on rencontre lors de mouvements, que ce soit celui de notre téléphone, de notre voiture ou de notre avion. Il existe d'autres capteurs pour cela, les capteurs inertiels par exemple, mais les accéléromètres permettent aussi ce type de mesure. Souvent, en deçà de 10 G, la précision de mesure de l'accélération devient réellement importante, et dans ce cas, seules les basses fréquences sont intéressantes. Dans la collection du crash, on retrouve deux types d'accéléromètres. Les classiques qui mesurent l'accélération dans une seule direction, et des accéléromètres triaxes permettant des mesures pour trois directions d'un repère orthogonal. Le nombre de directions de déplacement étudiées, ainsi que le nombre de positions d'étude, permettra de choisir le nombre et le type d'accéléromètre à utiliser pour une mesure. Ensuite, pour choisir parmi les différents modèles, les paramètres déterminants seront l'accélération maximale, la résolution et la plage fréquentielle de cet accéléromètre. En effet, d'un modèle à l'autre, ces paramètres peuvent énormément varier. Il est aussi important de tenir compte de la masse de ce capteur.
En effet, pour ne pas influencer la mesure, la masse d'un capteur doit être négligeable devant celle de la structure. Enfin, la forme de cet accéléromètre peut influencer la façon de le fixer sur une structure et ainsi être un facteur déterminant. Certains sont munis de pas de vis, d'autres uniquement de surface plane et selon la mesure, peuvent être plus simples à positionner ou non sur une structure. C'est donc en ayant fait l'inventaire des paramètres attendus pour une mesure qu'on choisira l'accéléromètre adéquat. On tiendra donc compte de ces 4 paramètres: la plage fréquentielle, la plage dynamique, donc le niveau max et la résolution, la masse de l'accéléromètre versus celle de la structure à mesurer, et la façon de positionner cet accéléromètre sur la structure. En ce qui concerne maintenant les accéléromètres triaxes, on va retrouver finalement les mêmes paramètres que pour un accéléromètre classique. La principale différence réside dans la nécessité de mesurer l'accélération dans 3 directions pour un même point. Ce sera donc le critère déterminant pour choisir ce type d'accéléromètre plutôt qu'un accéléromètre classique. Avant de passer à la suite, il convient de faire un petit point warning. Un accéléromètre et les frais associés à son entretien, la calibration notamment, sont extrêmement dispendieux. Ainsi, la plus grande précaution est demandée lors de leur manipulation. Bien que ce transducteur soit associé à la mesure de choc, il n'est pas conçu pour résister au choc d'une chute directe. On tâchera donc d'assurer sa fixation et on multipliera les précautions en fixant le câblage associé par exemple. De même, ce capteur n'est pas dédié à des mesures d'impact direct. Il existe des marteaux d'impact pour ce genre de mesures. On évitera donc de taper dessus avec quelque outil que ce soit. Pour information, de tels chocs risquent de décalibrer ce transducteur, si ce n'est pas de le briser. Ensuite, lors du positionnement, si l'accéléromètre ne peut pas être vissé directement sur la structure, on utilisera des pastilles de fixation ou de la cire, et on évitera de le coller directement avec de la colle forte. En effet, à la longue, l'usage de la colle détériore grandement ces capteurs. Enfin, ce type de capteur n'est pas fait pour être utilisé en milieu extrême. On vérifiera bien en amont de toute mesure les recommandations environnementales données par les constructeurs, telles que la plage de température de fonctionnement. Cette plage, par exemple, est limitée pour le cas de certains accéléromètres de -20 à 60 degrés Celsius. Finalement, si l'un de ces cas de figure devait arriver, il est primordial de prévenir un technicien ou un professionnel du laboratoire au plus vite, afin que l'équipement soit remplacé, puis réparé ou retiré de la collection au besoin. Passons maintenant au conditionneur de signaux. Comme d'autres transducteurs, un accéléromètre nécessite d'être alimenté. On parle de signal de conditionnement de ce transducteur. La norme IEPE pour Integrated Electronics Piezoelectric permet de définir les gammes de tension et courant nécessaires pour alimenter ce type de transducteur. On retrouve cependant les types de signaux de conditionnement sous les noms de normes propriétaires tels que ICP, CCLD, Isotron, Deltatron, qui découlent tous de cette même norme IEPE. Ainsi, au laboratoire, on retrouve plusieurs types de conditionneurs, principalement des conditionneurs ICP, certains classiques, mais d'autres permettent directement d'intégrer le signal de mesure pour l'acquisition de signaux de vitesse de déplacement ou de déplacement. On retrouve aussi des conditionneurs CCLD qui ont pour la plupart l'avantage d'être couplés à un système d'acquisition. Pour illustrer tout cela, prenons l'exemple d'une mesure de résonance de plaque. Ici, un cas encastré est soumis à une vibration harmonique, cas qui s'apparente à un capot de voiture. En gros, cela permettrait de comprendre comment les vibrations du moteur peuvent faire vibrer le capot. Les paramètres de mesure dans ce cas sont les suivants. On se limite à la plage fréquentielle de 10 à 200 Hz qui regroupe en fait l'ensemble des harmoniques de notre moteur. On souhaite capter un déplacement maximal d'1 mm. On a vu précédemment que cela nécessite de mesurer une accélération maximum de 160 G. La résolution minimum attendue est de 20 micromètres, ce qui correspond à une accélération minimum de 8 millig. Et enfin, on se limite à la direction perpendiculaire à la plaque. Au vu de cela, un accéléromètre qui ferait l'affaire serait l'accéléromètre PCB Piezotronic 353B18, un accéléromètre classique dont les plages fréquentielles et dynamiques répondent aux paramètres attendus de cette mesure. On peut aussi voir que sa masse d'environ 2 grammes est négligeable face à celle d'une plaque en acier, et on peut voir qu'il nécessite un conditionnement ICP. À partir de là, on va pouvoir sélectionner le conditionneur adéquat, un conditionneur ICP 480B10 de PCB Piezotronic, qui permet le conditionnement ainsi que l'intégration du signal, et donc d'avoir accès au déplacement de l'accéléromètre. Maintenant qu'on a passé en revue le matériel disponible et nécessaire, il vient le temps de raccorder tout ça. La première étape est de vérifier que le conditionneur fonctionne en le branchant ou en testant la batterie. Une fois que c'est fait, on va pouvoir l'éteindre, puis le brancher à l'accéléromètre et au système d'acquisition choisi. Revenons à notre exemple pour voir tout cela. On peut voir ici notre accéléromètre PCB Piezotronic 353B18
qui possède une sensibilité de 10,16 mV par G. Comme on peut le voir sur la vidéo, cet accéléromètre est muni d'une vis de fixation à un bout et d'un connecteur à l'autre. On prendra bien soin de ne pas confondre les deux, ce qui pourrait détériorer soit les câbles, soit l'accéléromètre. Ensuite, on a ici notre conditionneur qu'on peut tester en appuyant sur le bouton test. On voit qu'il fonctionne. Ce conditionneur est muni d'une prise BNC XDR pour transducteur et d'une prise BNC Scope pour le système d'acquisition qui sera ici un oscilloscope. La première étape est donc de brancher l'accéléromètre au conditionneur avec les câbles adéquats. Ici, un câble microdot BNC. On commence ici par brancher la prise BNC sur le conditionneur, puis ensuite la prise microdot sur notre accéléromètre. On réalisera cette étape avec précaution et minutie pour ne pas briser le matériel et en gardant en tête que c'est du matériel fragile et dispendieux. Une fois que cela est réalisé, on posera l'accéléromètre de façon à éviter toute chute, ici, dans son écrin. Enfin, on va brancher notre conditionneur au système d'acquisition, dans notre cas, la voie 1 de l'oscilloscope. Une fois que notre dispositif est câblé, on va pouvoir venir calibrer l'accéléromètre, c'est-à-dire vérifier que sa sensibilité soit proche de celle donnée par le fabricant. Pour cela, on va utiliser un calibrateur qui génère un signal d'excitation de 159 Hz, soit une fréquence angulaire de 1000 radians par seconde. Cette fréquence est particulièrement intéressante car elle permet d'avoir des amplitudes d'excitation de 10 mètres par seconde carré, de 10 mm par seconde et de 10 micromètres. Ce calibrateur est muni d'une ouverture taraudée permettant de venir positionner l'accéléromètre dessus. Si le pas de vis de l'accéléromètre n'est pas le bon, des embouts sont disponibles pour réaliser l'adaptation. La première étape de notre calibration consiste donc à placer l'accéléromètre sur le calibrateur, au besoin à l'aide d'un embout de fixation. On tâchera de le placer nu, c'est-à-dire sans câble, afin d'éviter d'abîmer les fils en les entortillant. Une fois que cela est réalisé, on va pouvoir, avec le bouton visible ici, activer le calibrateur. Ça, c'est notre deuxième étape. Si le câblage a bien été réalisé, on voit apparaître un signal sur notre oscilloscope. Au vu de la sensibilité du capteur, on fera attention de ne pas venir toucher ou cogner la table, comme le calibrateur d'ailleurs, car on peut le voir ici, cela viendrait altérer le signal acquis durant la calibration. Une fois que cela est fait, vient la troisième étape, lire directement la valeur de sensibilité sur notre système d'acquisition. La sensibilité donnée par le fabricant pour cet accéléromètre est de 10,16 mV par mètre seconde 2. On peut lire ici que l'amplitude RMS du signal mesuré est de 10,6 mV par mètre seconde 2, soit très proche de la valeur initiale. On peut aussi en profiter pour vérifier que la fréquence du signal d'excitation est la bonne, ici 158 Hz, soit relativement proche des 159,2 Hz attendus. Il est important de noter que pour un accéléromètre triaxe, cette calibration va devoir être réalisée 3 fois, une calibration par direction de mesure. Si on arrive jusqu'à cette étape, cela veut dire que le matériel est fonctionnel et que l'on peut se lancer dans la mesure. En revanche, si ce n'est pas le cas, il va falloir tester indépendamment les différents maillons de cette chaîne et ensuite réaliser à nouveau la calibration. On testera donc avec d'autres câbles, un autre conditionneur, un autre accéléromètre ou un autre calibrateur. C'est le moment de vous remercier d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous sera utile pour vos mesures avec des accéléromètres et en espérant vous revoir très bientôt pour une nouvelle vidéo d'instrumentation. Merci à vous.